Bonjour, je m'appelle Isabelle Thomasin-Nagara, je suis professeure à Sorbonne Université et je travaille dans le service de radiologie de l'hôpital Tenon. J'ai également des fonctions comme vice-présidente de la Société d'imagerie de la femme et comme vice-présidente de la Société française de radiologie. Alors, mon topo va parler de la place de l'IRM dans le bilan de l'endométriose pelvienne, car cette technique est relativement nouvelle. Classiquement, c'est vrai que le diagnostic d'endométriose est porté sur les symptômes de douleurs pelviennes, également d'infertilité. Et pendant des années, pour faire ce diagnostic d'endométriose, malheureusement, on était obligé de passer par la chirurgie. L'échographie a toujours été une technique de première intention et reste une technique indispensable et incontournable dans la prise en charge de ces patientes. Mais depuis les années 2000, ont été décrits en IRM la performance de l'IRM pour détecter les lésions d'endométriose profonde et permettre de cartographier, faire un bilan exhaustif de cette maladie. Et aujourd'hui, dans les recommandations récentes publiées par l'HAS sous l'égide du SENGOF, il a bien été démontré que pour faire le diagnostic d'une maladie endométriosique, cela reposait sur un triptyque qui était l'examen clinique, l'échographie endovaginale et puis l'IRM pelvienne. Alors pourquoi l'échographie endovaginale est complémentaire de l'IRM pelvienne ? Parce qu'en échographie, on va être capable de diagnostiquer un certain nombre de localisations, souvent celles qui ne sont pas très loin de la sonde endovaginale. C'est ce qu'on appelle les localisations centrales, qu'il s'agisse des localisations au niveau de la vessie, où l'échographie est très performante, des localisations au niveau du tube digestif, au niveau du recto-sigmoïde, et également dans certains cas des lésions au niveau du vagin. Mais lorsque les lésions sont localisées plus à distance, notamment au niveau des compartiments latéraux, l'échographie généralement est mise en défaut et on ne trouve pas des localisations qui sont pourtant très importantes à connaître lorsque l'on veut prendre en charge ces patientes, que sont des localisations au niveau du paramètre par exemple, ou des localisations à distance, comme des localisations dans d'autres zones du tube digestif, comme le carrefour iléocécal. Et il est très important d'avoir une cartographie complète des lésions. Alors, quand on demande une IRM pelvienne, qu'est-ce qu'on doit avoir et comment la demander ? On peut faire l'IRM pelvienne pour endométriose sur n'importe quel type de machine, que ce soit des 1,5 Tesla ou des 3 Tesla. On la réalise à n'importe quel moment du cycle et il est important de demander à la patiente d'effectuer une préparation digestive avant l'examen, une préparation type lavement comme le Normacol. Et c'est mieux plutôt que de faire une opacification pendant l'examen parce que lorsque l'on opacifie le tube digestif, comme c'est montré dans cet exemple, on va distendre les structures et on peut cacher ce qui se passe dans l'espace sous-péritonéal et des petites lésions au niveau du ligament utérosacré, comme le montre très bien cet exemple. Alors également, pour avoir une bonne qualité d'examen, on demande aux patientes pendant l'examen, on donne aux patientes un antispasmodique qui permet en fait d'avoir une diminution des mouvements du tube digestif et on effectue en fait cet examen en vessie semi-pleine. On n'injecte pas systématiquement du gadolinium, on va injecter du gadolinium et on va finalement au cas par cas lorsqu'on aura des difficultés diagnostiques. Donc quand on demande une IRM pelvienne, il est très important de vérifier que c'est une IRM pelvienne qui a été faite de qualité. Lorsque l'on réalise une échographie, il peut y avoir des IRM qui sont faites correctement ou pas correctement et donc dont on tire une information qui ne va pas être optimale si l'ensemble des séquences nécessaires au diagnostic d'endométriose n'a pas été réalisé. Parmi ces séquences, il faut absolument qu'il y ait au moins 2 séquences en pondération T2. Il faut également qu'il y ait des séquences en pondération T1 et en T1 avec saturation de graisse. Et ça, c'est vraiment le strict minimum. On peut également rajouter d'autres séquences qui permettent d'affiner le diagnostic, comme des coupes fines sur les ligaments utérosacrés ou des séquences en fait, qui sont faites de façon volumique pour pouvoir reconstruire dans les différents plans. Il est essentiel quand on fait un examen d'IRM pour une endométriose, même s'il s'agit d'un examen d'IRM pelvienne, qu'il y ait des coupes qui soient réalisées sur les reins, parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des signes indirects qui sont la dilatation des cavités pyélocalicielles par en fait, des sténoses urétérales. Et donc un bon examen d'IRM va inclure absolument ces coupes sur les reins. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une IRM pelvienne? La première chose que va pouvoir faire l'IRM pelvienne et aider l'IRM pelvienne, c'est que la plupart du temps, quand on détecte une lésion ovarienne d'endométriose, un endométriome, on va arriver à le reconnaître facilement en échographie. Mais dans un certain nombre de cas, on ne va pas forcément reconnaître l'échographie parce qu'il a des caractéristiques atypiques en échographie.
Et on sait bien que les recommandations nationales qui ont été publiées en 2018 et puis reprises en 2019 par l'INCa sont que lorsque l'on a une masse qui est finalement indéterminée, il est important de réaliser une IRM pelvienne pour caractériser cette lésion. Dans ce cas-là, on va rajouter des séquences en plus du protocole dont on vient de parler, spécifiques à cette problématique. On va faire des séquences injectées avec ce qu'on appelle dynamique, des séquences de diffusion, parce qu'on va pouvoir conclure à un score diagnostique, le score ORADS-IRM, qui est maintenant recommandé pour toute IRM pratiquée pour caractériser une lésion ovarienne. Dans cet exemple, vous avez une lésion qui a un piqueté fin, finement échogène typique du liquide endométriosique. Pourtant, quand on regarde au centre de cette lésion, il y a une structure qui peut évoquer une portion tissulaire qui rendrait la lésion suspecte. Quand on regarde ce qui se passe en IRM, en réalité, c'est beaucoup plus facile de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une lésion ovarienne, mais qu'il s'agit en fait tout simplement une lésion péritonéale et de l'épanchement endométriosique dans le péritoine, ce qui évidemment n'a rien à voir avec un endométriome. La deuxième chose, on a parlé tout à l'heure de l'importance de l'IRM pour voir la totalité des lésions parce que l'IRM est l'examen le plus sensible. Il est plus sensible que l'échographie, il est plus sensible que l'examen clinique. Et donc, l'objectif de l'IRM, et ça ce sont aussi les recommandations publiées par la HAS, est de faire une évaluation exhaustive de l'extension de la maladie endométriosique pour pouvoir prévoir la prise en charge spécialisée. Et puis de temps en temps, il peut y avoir des discordances entre les symptômes des patientes et les examens et ce qu'on retrouve finalement en échographie. Et là aussi, l'IRM sera utile pour faire la part des choses entre ce qui est réellement de l'endométriose et ce qui n'est pas de l'endométriose et qui peut ressembler à de l'endométriose, comme par exemple les infections chroniques au niveau du pelvis. Alors là, vous avez un exemple de ce que peut permettre l'IRM, notamment quand on trouve une atteinte digestive. Le chirurgien va avoir besoin d'un certain nombre d'éléments pour décider de quel type de chirurgie il va être amené à pratiquer. Et donc l'IRM va être tout à fait capable de préciser l'extension hauteur de l'atteinte digestive, l'épaisseur de la musculeuse, la distance par rapport à la marge anale, également la circonférence d'atteinte, et puis bien sûr de cartographier les autres éléments qui vont rendre plus complexe sa chirurgie, comme la présence d'atteintes des compartiments latéraux tels que le paramètre ou la lame sacro-rectogénito-pubienne. C'est très important d'avoir cette IRM avant de prendre en charge les patients parce qu'il est important d'informer nos patientes et de prévoir un geste qui soit optimal dans une équipe qui soit capable de traiter l'ensemble des lésions. Et on a vu tout à l'heure l'importance d'avoir une IRM et une échographie pour pouvoir à la fois avoir les bilans de ce qu'on appelle les lésions centrales, que ce soit les lésions antérieures comme celle de la vessie, du cul-de-sac vésico-utérin, les lésions qui sont centrales mais au niveau du compartiment moyen, telles que le torus, les ligaments utérosacrés, le vagin, ou les lésions qui sont postérieures, et dans ce cas-là, au niveau central, on va trouver le rectosigmoïde et puis le côlon. L'IRM va pouvoir également apprécier toutes les lésions qui se trouvent dans les compartiments latéraux. En antérieur, on va trouver le ligament rond et également le carrefour iléocécal. Au niveau médian latéral, on va trouver le paramètre et l'urétère. Et au niveau postérieur en latéral, le ligament utérosacré dans sa portion distale, qui correspond au toit de la lame sacro-rectogénito-pubienne. Il a été récemment montré que certaines classifications en IRM, notamment une classification appelée DPEI, étaient capables de prédire en fonction du nombre de compartiments atteints, et vous voyez que finalement on arrive à diviser en 9 le pelvis, et qu'en fonction du nombre de compartiments, on peut dire voilà, la lésion est faiblement sévère, modérément sévère ou très sévère, et on a montré que cette classification permettait de prédire finalement si le temps opératoire serait plus long ou pas, si la durée d'hospitalisation serait plus longue ou pas, et s'il y aurait plus de complications post-opératoires, comme par exemple la dysurie post-opératoire, et c'est évidemment un élément essentiel que l'on peut donner à nos patientes avant donc les prendre en charge sur le plan chirurgical. Enfin, dans certains cas, et notamment lorsque les patientes ont été opérées d'endométriose, en échographie, il peut être difficile de faire la part des choses entre de la maladie qui récidive ou simplement des complications post-opératoires. Et là encore, l'IRM a un rôle parce que grâce à la combinaison des séquences, et notamment en IRM, on a des séquences qui permettent de bien identifier facilement les implants endométriosiques qui ont un signal très important, très blanc en T1. Et ça nous permet de faire la part des choses entre ce qui est adhérence post-opératoire qui ressemble morphologiquement étrangement aux lésions d'endométriose sous-péritonéale profonde et de la récidive. Et là, vous avez un exemple d'une patiente qui avait été opérée d'une endométriose profonde avec une résection du torus, des ligaments utérosacrés et au niveau de l'échancrure sacrée.
et qui revenait pour des douleurs pelviennes qui récidivaient à type de cruralgie gauche cataméniale. Et ce que l'on trouvait en IRM, c'est une lésion qui était très haute située, c'est pour ça qu'elle n'était pas accessible à l'échographie endovaginale, avec une lésion qui était importante caractérisée en IRM, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de fibrose, mais de tous des remaniements et des lacis vasculaires qui pouvaient rendre le geste chirurgical, s'il était décidé, dangereux pour la patiente. Donc il était très important de prédire cela avant tout geste chirurgical. Donc, vous aurez compris en conclusion que finalement, l'IRM fait partie de la triade diagnostique avec l'examen clinique et l'échographie endovaginale, que c'est un examen qui a l'avantage d'être reproductible, qui permet d'une relecture à distance, même si au départ, le radiologue n'est pas un expert, on peut tout à fait envoyer les images pour qu'un expert puisse le relire. Et donc, ça peut tout à fait avoir un rôle pour trier les patientes qui ont besoin finalement d'être pris en charge dans des centres experts pour des formes qui sont complexes et qui nécessitent des chirurgies qui peuvent être lourdes de conséquences pour les patientes. On sait également qu'on a toujours pendant longtemps décrié le temps qui est très long pour faire le diagnostic de la maladie endométriosique. Et donc se développe, et à Tenon par exemple, nous avons développé une plateforme de diagnostic rapide où la patiente peut dans la journée avoir à la fois la consultation avec son gynéco expert en endométriose, son échographie et son IRM, et finalement à la fin de la journée savoir si elle a une endométriose ou pas et pouvoir éventuellement être adressée dans notre centre de référence ou dans un autre centre si elle n'habite pas sur Paris, qui soit multidisciplinaire, puisque cette maladie concerne finalement un grand nombre de professionnels qui doivent tous être autour de la table pour prendre en charge au mieux ces patientes. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite grâce à ce QR code pour visionner la vidéo que l'on a fait de cette plateforme de diagnostic rapide. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je suis le professeur Pascal Rousset, radiologue au CHU de Lyon, et je vais aborder les performances diagnostiques et les critères de qualité des techniques d'imagerie pour explorer les lésions d'endométriose extrapelviennes, c'est-à-dire essentiellement digestives et diaphragmatiques. Bien sûr, les lésions d'endométriose prédominent dans le pelvis, mais une fois dans la cavité pelvienne, les cellules endométriales vont pouvoir se disséminer dans la cavité péritonéale avec un flux qui se fait dans le sens horaire et avoir des lésions plutôt dans les zones de stagnation, donc sur la fossette intersigmoïdienne et des lésions sigmoïdiennes, et puis suivre le péristaltisme des anses grêles pour aboutir autour de l'unité iléosécale avec des atteintes iléales, sécales et parfois appendiculaires. Bien sûr, ces lésions digestives sont moins fréquentes que les atteintes du recto sigmoïde, mais elles ne sont pas rares. Il a été montré que les lésions digestives sont souvent multifocales et même parfois présentes du côté droit, jusqu'à un tiers des patientes lorsqu'elles ont une atteinte du recto sigmoïde, bien sûr dans les centres experts, avec un biais de recrutement. L'enjeu de la détection de ces lésions est double. D'une part, diagnostic, c'est-à-dire savoir raccourcir le délai diagnostique, car ce sont souvent des lésions difficiles à diagnostiquer cliniquement, car avec une symptomatologie peu spécifique. Et d'autre part, l'enjeu est thérapeutique, notamment lorsqu'en réunion de concertation pluridisciplinaire, une chirurgie est envisagée. En effet, lorsque le projet est de réséquer toutes les lésions d'endométriose, il est important que le gynécologue sache qu'il peut y avoir des lésions digestives sur le sigmoïde ou digestive droite, pour alors faire appel à un chirurgien digestif qui va l'accompagner pour réséquer ces lésions. La connaissance préalable de ces lésions permet également au chirurgien d'informer la patiente et d'avoir son consentement éclairé. Alors que les lésions du rectum et du sigmoïde, comme vous avez pu le voir, peuvent être explorées en échographie pelvienne ou en IRM pelvienne, ces lésions digestives extrapelviennes sont dans un champ de vue trop loin pour l'échographie et l'IRM. Et donc il va falloir faire appel à des techniques d'imagerie dédiées qui utilisent une opacification et qui seront à réaliser par des radiologues expérimentés. Il n'y a actuellement pas de consensus sur les indications de ces techniques. Elles sont généralement réalisées lorsqu'il y a des symptômes digestifs très évocateurs d'atteintes extra-pelviennes, avec des syndromes subocclusifs, des douleurs électives de la fosse iliaque droite de type digestif, parfois même des syndromes de Koenig, ou parfois elles sont réalisées à titre plus ou moins systématique en fonction des équipes, lorsqu'il y a un projet chirurgical et qu'il y a déjà une atteinte du rectosigmoïde, étant donné la surreprésentation des atteintes digestives droites dans ce cas-là. Il existe essentiellement deux techniques, le coloscanner et l'entéro-IRM. Le coloscanner est la technique la plus utilisée. C'est une technique qui est irradiante et qui va nécessiter une préparation digestive, avec la nécessité pour la patiente d'avoir un régime sans résidus pendant 3 jours et d'avoir la veille de l'examen une purge colique de la même façon qu'elle est réalisée pour une coloscopie.
Et le jour de l'examen, il sera introduit une canule rectale pour opacifier par voie rétrograde tout le côlon. Et il sera également réalisé une injection de produit de contraste iodé. Cette technique a montré une bonne performance diagnostique avec une sensibilité qui est jusqu'à 98% et une spécificité entre 88 et 100% en fonction des équipes, avec bien sûr un biais en fonction de l'expérience des radiologues. Le niveau de preuve est faible, avec un grade C dans les recommandations HAS et du CNGOF, essentiellement car il s'agit d'études rétrospectives. Il y a une méta-analyse récente de 2019 qui a poolé 12 études regroupant 1091 patientes et qui ont montré que la sensibilité poolée était de 92% et la spécificité de 95%. Une des limites de cette technique, c'est que par l'opacification rétrograde, lorsque la valvule iléocécale est continente, il n'y a pas d'opacification rétrograde de l'iléon terminal et donc un défaut d'analyse de cette partie alors qu'il peut y avoir des lésions. C'est ainsi qu'il y a une autre technique, l'entéro-IRM, avec donc une stratégie d'opacification par voie haute. C'est une technique IRM, donc non irradiante, utilisée en routine dans les maladies inflammatoires comme par exemple la maladie de Crohn. Et c'est notre équipe, pour la première fois, a proposé de modifier le protocole et de l'adapter pour rechercher des lésions d'endométriose digestive droite, mais également du sigmoïde. Cette technique a été moins publiée que le coloscanner, avec actuellement uniquement 2 études qui montrent une sensibilité jusqu'à 96% et une spécificité entre 90 et 100%, avec ainsi une bonne authentification des lésions sur l'intestin grêle, mais également sur le sigmoïde par l'opacification antérograde jusqu'au rectum. Ces 2 techniques ne peuvent bien sûr pas tout voir, avec un risque de faux négatif lorsque les lésions sont peu épaisses et infiltrent la partie superficielle de la musculeuse des structures digestives, mais il faut retenir qu'elles ont une bonne valeur prédictive positive, jusqu'à 100% à la fois pour le coloscanner et l'entéro-IRM, avec ainsi, lorsqu'une lésion est vue en imagerie, un bon niveau de confiance pour penser qu'elle soit présente ensuite à la chirurgie. Enfin, pour être complet, les cellules endométriales vont finir leur course dans l'hypochondre droit par le biais de la gouttière pariétocolique, avec alors des atteintes périhépatiques et diaphragmatiques. Ce sont des lésions qui sont rares, mais qui sont sûrement sous-diagnostiquées, et il faut pour ça mener un interrogatoire précis, et surtout lorsqu'on a une symptomatologie pelvienne qui est peu bruyante, et que les symptômes prédominent dans l'hypochondre droit, éventuellement parfois même avec des pneumothorax cataméniaux, et on peut avoir un retard diagnostique autour de 8 ans. Et là encore, l'imagerie peut voir les lésions, notamment en IRM, encore une fois avec un protocole dédié, et nous avons pu montrer que l'IRM était capable de montrer les lésions d'endométriose diaphragmatique et périhépatiques jusque dans 80% des cas, en montrant des lésions micronodulaires, nodulaires, parfois des lésions en plaques, et même parfois des petits trous dans le diaphragme avec des micro-hernies ou des hernies plus larges. Encore une fois, la sensibilité est imparfaite, car bon nombre de petites lésions, notamment lorsqu'elles sont superficielles, ou lorsqu'il y a des micro-perforations dans le diaphragme, sont sous-estimées en imagerie. Malgré tout, lorsqu'on met en évidence une lésion en IRM, ça permet d'infléchir le parcours des patientes en montrant les lésions et de les orienter vers des centres spécialisés, notamment lorsqu'elles sont suivies en première ligne par des gastro-entérologues, des rhumatologues ou encore des pneumologues en cas de pneumothorax. Et de la même façon, lorsqu'on voit des lésions et qu'un projet chirurgical est envisagé, elle permet d'aider le chirurgien à choisir sa voie d'abord et également d'informer la patiente. Une étude toute récente en ce début d'année sur 215 patientes a montré que l'IRM était intégré dans le parcours du bilan pré-chirurgical lorsqu'il y a une symptomatologie périhépatique ou diaphragmatique. En conclusion, nous avons donc différentes techniques à notre disposition pour mettre en évidence des lésions d'endométriose extra-pelvienne, de proposer une cartographie ainsi exhaustive des lésions et de répondre aux enjeux à la fois diagnostiques et thérapeutiques avec un objectif commun d'une prise en charge personnalisée et multidisciplinaire. Je vous remercie de votre attention.